Le cri de Paul déchira la nuit parisienne comme un éclat de verre brisé. « Quentin, comment as-tu pu me mentir ainsi ?» Ces mots, lourds de trahison, se perdirent dans le vent froid qui balayait les quais de Seine, tandis que les lumières des réverbères projetaient des ombres élongatées sur son visage ravagé par les larmes. Et moi, Quentin, figé sur le pont, je sentis mon cœur se contracter comme un roman inachevé, sachant que cette rencontre, née des salons du livre, allait nous consumer tous les deux. Dans les allées bondées du salon du livre de Paris, où l'air vibrait d'un mélange enivrant d'encre fraîche et de murmures intellectuels, je le vis pour la première fois. Paul, avec ses cheveux châtains en bataille et ses yeux verts qui semblaient porter le poids de 1000 intrigues non résolues, se tenait devant un stand d'éditions indépendantes, un exemplaire de l'amant de Duras serré contre sa poitrine comme un talisman. J'étais là, Quentin Duval, un Américain exilé à Paris depuis 5 ans, fuyant les rues impersonnelles de New York pour les ruelles sinueuses de la rive gauche, où chaque café cachait un secret littéraire. Mes propres livres, des romans introspectifs sur l'exil et le désir refoulé se vendaient modestement, mais ce jour-là, en le croisant, je sentis un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid printanier. Il leva les yeux de son livre, et nos regards s'accrochèrent comme deux phrases qui s'emboîtent parfaitement dans une page blanche. « Vous lisez Duras ?» demandai-je, ma voix trahissant un accent yankee que je n'avais jamais tout à fait dompté. Il sourit, un sourire timide qui creusa des fossettes sur ses joues, et répondit « Oui, pour me rappeler que l'amour, même destructeur, vaut la peine d'être écrit. » Et vous ? Sa voix était douce, avec cette intonation parisienne qui roulait les airs comme des caresses. Nous parlâmes pendant des heures, ignorant les files d'attente et les signatures pressées. Il était Paul Laurent, un éditeur de 32 ans, passionné par les voies marginales, celles des amants interdits, des âmes errantes dans la grande ville. Originaire de Lyon, il avait gravi les échelons des maisons d'édition pour atterrir ici, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, où les manuscrits dormaient dans des tiroirs comme des amours avortés. Ce soir-là, nous nous retrouvâmes au Café de Flore, sous les portraits jaunis d'existentialistes oubliés. Le jazz d'un piano lointain filtrait à travers la fumée des cigarettes, et Paul commanda 2 verres de vin rouge, ses doigts effleurant les miens par accident. Ou était-ce vraiment un accident? Nous parlâmes de nos vies, de mon enfance dans le Queens, où les gratte-ciel de Manhattan semblaient promettre un amour éternel que je n'avais jamais trouvé, de sa jeunesse lyonnaise, marquée par un père absent et une mère qui lisait Proust comme une Bible. Paris m'a sauvé, confia-t-il, ses yeux brillants sous la lumière tamisée. Ici, on peut être qui on veut, sans que le monde entier ne nous juge. Je hochai la tête, mais intérieurement, je me demandais si Paris pouvait guérir les cicatrices d'un cœur qui avait aimé en secret, loin des regards homophobes de ma famille new-yorkaise. Les semaines suivantes furent un tourbillon de rencontres volées. Nous nous croisions toujours au salon, ou du moins, c'est ce que nous nous disions pour masquer l'urgence de nos rendez-vous. Un après-midi pluvieux, il m'invita dans son appartement du Marais, un loft aux murs couverts d'étagères croulantes sous les volumes reliés. L'air sentait le papier ancien et le café fort. Assis sur son canapé usé, nous lûmes à voix haute des extraits de Maurice de Forster, nos voix se mêlant dans une symphonie hésitante. Puis, sans un mot, sa main glissa sur la mienne, et le monde s'effaça. Nos lèvres se rencontrèrent, timides d'abord, puis affamées, comme si nous avions attendu cette page toute notre vie. Son corps contre le mien était une révélation, ferme, chaud, imprégné de l'odeur de la Seine et des rêves inavoués. Mais l'amour, comme un roman américain bien ficelé, porte en lui les graines de son propre drame. Paul avait une fiancée, Élise, une galeriste aux cheveux roux et au rire cristallin, qu'il mentionnait par intermittence, comme une note de bas de page qu'on aimerait effacer. « C'est compliqué », murmura-t-il un soir, alors que nous marchions le long des berges, nos épaules se frôlant. « Elle ne sait pas pour moi. Pour nous. » Je sentis une pointe d'amertume, mais l'amour naissant est aveugle, et je choisis d'ignorer l'ombre qui planait. À la place, je me perdis dans ses baisers, dans les nuits où il me chuchotait des promesses en français approximatif, mélangeant Verlaine et des jurons tendres. Le printemps céda la place à un été étouffant, et notre idylle s'épanouit comme les rosiers du Luxembourg. Nous visitions les bouquinistes le long de la Seine, chassant des éditions rares comme des trésors enfouis. Un jour, au milieu d'une pile de vieux polars, il trouva un exemplaire dédicacé de Le nom de la rose d'Umberto Eco. « Pour toi », dit-il en le glissant dans ma poche, ses doigts s'attardant sur ma hanche. Plus tard, dans un hôtel discret de Montmartre, nous fîmes l'amour pour la première fois avec une urgence qui nous laissa tremblants. Son corps, sculpté par des années de randonnée en Auvergne, se mouvait contre le mien avec une grâce qui me rappelait les danses interdites des cabarets de Harlem que j'avais imaginées dans mes romans. « Je t'aime, Quentin », souffla-t-il dans l'obscurité, et ces mots, simples comme une phrase de Hemingway, scellèrent notre destin.
Pourtant, les fissures apparurent subtilement. Lors d'un dîner chez lui, Élise passa à l'improviste, un bouquet de lilas à la main. Elle était belle, avec cette assurance française qui masque les doutes. Paul m'a tant parlé de ses amis américains, dit-elle en m'embrassant sur les 2 joues, ses yeux pétillant d'une curiosité innocente. Je souris, la gorge serrée, tandis que Paul détournait le regard, ses jointures blanchies autour de son verre. Cette nuit-là, seul dans mon studio de Belleville, je me demandais si notre amour n'était qu'un chapitre éphémère, un flirt littéraire destiné à s'effilocher comme un vieux parchemin. L'automne arriva avec ses feuilles mortes et ses salons du livre secondaire, où nous nous retrouvions en cachette. Paul publia mon dernier roman chez sa maison d'édition, un geste qui fit naître en moi un espoir fou. « C'est ton meilleur, Quentin. Il parle de nous, me dit-il lors de la signature, sa main effleurant la mienne sous la table. Mais Élise était là, applaudissant avec fierté, et je vis dans ses yeux une lueur de suspicion. Le conflit couvait, comme un orage sur la Manche, prêt à éclater. Les mois suivants furent un kaléidoscope de joie et de tourments, où chaque caresse de Paul était une ligne sauvée d'un roman maudit. Nous nous échappions dans les vignobles de la Loire pour des week-ends volés, où le vin coulait comme des aveux et les nuits étaient peuplées de murmures. Là, sous un ciel étoilé qui rappelait les lumières de Broadway bien que bien plus romantique, il me confia ses peurs les plus intimes. J'ai toujours su que j'étais différent, Quentin. À Lyon, on m'appelait le garçon au livre, mais c'était pour cacher que je rêvais d'hommes comme toi. Élise. Elle est mon alibi, ma façade parisienne. Ces mots, prononcés dans l'ombre d'un château en ruine, me touchèrent au plus profond, éveillant en moi l'empathie d'un exilé qui avait fui les préjugés de l'Amérique puritaine pour les bras plus tolérants de la France. Pourtant, la trahison rampait déjà dans les marges de notre histoire. Un soir de novembre, lors d'une fête littéraire au Louvre, je surpris Paul en conversation animée avec un bel Italien, un agent d'édition aux yeux sombres et au rire contagieux. Leurs corps se penchaient l'un vers l'autre, un geste trop intime pour être professionnel. Mon cœur se serra comme un poing, mais je chassai l'idée, me convainquant que c'était le vin et la jalousie qui parlaient. Plus tard, dans un recoin du musée, Paul me trouva et m'embrassa avec ferveur, ses lèvres goûtant encore au champagne. « Ne doute jamais de moi, murmura-t-il, et je crus en lui, comme un lecteur s'abandonne à un narrateur peu fiable. Noël approchait, et Paris se parait de guirlandes scintillantes, transformant les Champs-Élysées en un décor de conte de fées modernes. Paul m'invita à passer les fêtes avec lui et Élise une folie, dis-je, mais il insista, c'est le moment de tester les eaux. Peut-être que je lui dirai tout. La dînette chez eux, dans leur appartement haussmannien du 7e arrondissement, fut un exercice de tension exquise. Élise, radieuse dans une robe rouge, nous servit du foie gras et des histoires d'enfance, tandis que Paul et moi échangions des regards complices sous la table. À minuit, quand les cloches sonnèrent, il m'entraîna sur le balcon, et sous la neige rare qui tombait sur la tour Eiffel, nous nous embrassâmes comme si le monde entier n'existait pas. Bientôt, Quentin. Bientôt, ce sera officiel. Mais le destin, ce grand dramaturge français, avait d'autres plans. Le jour de l'an, je reçus un appel anonyme, une voix déformée, peut-être une amie jalouse d'Élise. Demande à ton Paul ce qu'il fait avec Marco, l'Italien. Demande-lui pour l'hôtel du Marais la semaine dernière. Mon sang se glaça. Je raccrochai, le téléphone tremblant dans ma main, et passai la nuit à errer dans les rues gelées, passant devant les vitrines illuminées qui moquaient ma solitude. Le lendemain, je confrontai Paul lors d'une promenade au jardin des Tuileries. « Qui est Marco ?» demandai-je, ma voix brisée par l'accent américain qui trahissait ma vulnérabilité. Il pâlit, balbutia des excuses, c'était rien, un flirt idiot pour tester. Pour me rappeler que je pouvais encore jouer le jeu. Mais toi, Quentin, c'est toi que j'aime. Ses larmes coulaient, et je le crus à nouveau, pardonnant comme un héros romantique trop confiant. Le printemps revint, et avec lui, une intensité renouvelée. Nous collaborâmes sur un projet, une anthologie de nouvelles queer, inspirée de nos vies entrelacées. Les nuits de rédaction dans mon studio étaient des festins d'idées et de corps, où les mots se mélangeaient aux gémissements. Paul, nu sur les draps froissés, lisait à voix haute des passages crus, ses yeux pétillants de malice. « Écris-moi une scène où l'on s'aime sans peur », me suppliait-il, et j'obéissais, sa plume ou plutôt, son corps guidant ma main. Pourtant, Élise commençait à poser des questions. « Tu passes beaucoup de temps avec Quentin », dit-elle un soir au téléphone, que j'entendis par mégarde. Paul rit nerveusement, « C'est un collègue, chérie. Juste des livres. » Le conflit éclata lors du salon du livre de printemps, cette fois au Grand Palais,
où l'air était chargé d'une électricité presque palpable. Paul y lança notre anthologie, un succès modeste mais vibrant, avec des critiques élogieuses pour ma nouvelle d'ouverture ou une histoire d'amour volée entre deux exilés. Élise était au premier rang, applaudissant, mais ses yeux scrutaient Paul avec une intensité nouvelle. Après la séance de dédicace, elle nous invita tous les deux à un dîner privé. Là, autour d'une table ornée de bougies, elle lâcha la bombe « J'ai vu les messages, Paul. Ceux avec Marco. Et avec Quentin. » Sa voix était calme, presque littéraire, comme si elle récitait un monologue de Racine. Paul se figea, son visage blême sous la lumière vacillante. Je sentis le sol se dérober, la trahison se déployant comme un chapitre inattendu. Élise, balbutia-t-il, mais elle l'interrompit d'un geste élégant. Ne nie pas. J'ai toujours su pour Marco un caprice. Mais Quentin? C'est plus profond. Et ça fait mal. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle se tenait droite, une héroïne blessée mais digne. Je me levai, prêt à fuir, mais Paul m'attrapa le bras, « Attends. S'il te plaît. » La salle sembla rétrécir, nos trois cœurs battant au rythme d'un drame en 3 actes. Ce soir-là, Élise partit, laissant derrière elle un silence assourdissant. Paul et moi restâmes seuls, brisés, mais unis dans la tempête. Pourtant, la paix fut éphémère. Les jours suivants, Paul sombra dans une spirale de culpabilité, annulant nos rendez-vous pour « réfléchir ». Je marchais seul dans Paris, visitant les lieux de nos amours, le pont où nous nous étions embrassés, le café où nos doigts s'étaient entrelacés. Un soir, je le trouvai ivre dans un bar du quartier latin, entouré d'amis qui riaient trop fort. « Viens, Quentin, dit-il, sa voix pâteuse. » Mais quand je l'aidai à rentrer, il murmura, « Peut-être que je ne mérite pas ça. Peut-être que l'amour, c'est pour les autres. » L'été de cette année-là fut un brasier, non pas de soleil, mais de doute qui consumait notre lien fragile. Paul tenta de recoller les morceaux avec Élise, un choix qu'il me confia lors d'une nuit blanche au bord de la Seine, où les péniches glissaient comme des fantômes. C'est pour la stabilité, Quentin. Pour la famille qu'on pourrait avoir. Mais toi. Tu es mon vrai roman, celui que je n'ose pas publier. Ces mots étaient un poignard doux, et je les avalais comme un poison lent, continuant à le voir en secret, nos rencontres devenant des rendez-vous clandestins dans des hôtels anonymes de Pigalle. Là, dans la pénombre, nous nous aimions avec une fureur désespérée, comme si chaque orgasme pouvait effacer la trahison. Mais le mensonge a le poids d'un pavé parisien, et il finit par nous écraser. Un matin de juillet, alors que je signais des exemplaires de notre anthologie à une librairie indépendante de Bastille, Élise apparut comme une apparition vengeresse. Ses cheveux roux flamboyaient sous le soleil, et ses yeux, rougis par les pleurs, me transpercèrent. « Tu crois que tu peux me voler mon avenir sans conséquence » siffla-t-elle, sa voix basse pour ne pas alarmer les clients. Je balbutiai des excuses, mais elle secoua la tête, « Paul est à moi depuis l'université. Vous n'êtes qu'un chapitre exotique, un Américain de passage. » Ces mots me blessèrent plus que je ne l'admets, car ils touchaient à ma peur la plus profonde, être l'étranger, l'intrus dans un amour français pur. Ce soir-là, je confrontai Paul dans son appartement, où les livres semblaient nous juger de leur couverture muette. Choisis, Paul. Elle ou moi. Plus de demi-mesure. Il s'effondra sur le sol, les mains dans les cheveux, et pleura comme un enfant. Je ne peux pas la quitter, Quentin. Pas encore. Elle est mon encre. Mais toi. Tu es mon océan. Nous fîmes l'amour une dernière fois ce soir-là, un adieu charnel et poignant, ses larmes salant ma peau. Au matin, il partit rejoindre Élise à Deauville pour un week-end de réconciliation, me laissant seul avec un exemplaire de notre anthologie, dédié à l'amour qui défie les pages. Les semaines qui suivirent furent un exil intérieur. Je m'enfermai dans mon studio, écrivant frénétiquement un nouveau roman, une autofiction impitoyable sur un amour trahi à Paris, où les amants se cherchaient dans les salons du livre comme des âmes damnées. Mes nuits étaient hantées par des rêves où Paul et moi dansions un tango impossible sous la pluie, nos corps enlacés contre les lois du monde. Un jour, une lettre arriva, son écriture élégante sur un papier crème. Pardonne-moi, Quentin. J'essaie de réparer ce que j'ai brisé. Mais sache que chaque mot que j'ai dit porte ton empreinte. Je la brûlais dans l'évier, les flammes léchant les mots comme un bûcher symbolique. Pourtant, le destin, ce farceur cruel, nous ramena ensemble lors d'un festival littéraire à Avignon. J'y présentai mon nouveau manuscrit, un succès naissant qui murmurait déjà des rumeurs de prix. Paul était là, en tant qu'éditeur invité,
Élise à son bras comme une sentinelle. Nos regards se croisèrent pendant ma lecture, un moment suspendu où le public s'effaça. Après, il m'aborda dans les coulisses, sa voix tremblante, « Ton livre. C'est nous. C'est magnifique et dévastateur. » Élise nous observait de loin, son sourire figé comme un masque. « Paul, nous devons parler, dis-je, et il acquiesça, nous entraînant dans un jardin clos où les fontaines chantaient une sérénade aquatique. Là, sous les cyprès centenaires, il avoua tout, la réconciliation avec Élise n'était qu'une façade, un moyen de temporiser. J'ai vu un thérapeute. J'ai réalisé que je ne peux pas vivre sans authenticité. Sans toi. Ses lèvres tremblaient, et je sentis mon cœur se gonfler d'un espoir traître. Nous nous embrassâmes là, cachés par les haies, un baiser salé de sueur et de regret. Mais Élise nous surprit, émergeant comme une furie théâtrale. « Assez » cria-t-elle, sa voix résonnant contre les murs de pierre. « Paul, si tu choisis ça, c'est fini. Pour de bon. » Le choix était posé, nu et impitoyable, comme la fin d'un acte shakespearien. Paul hésita, son regard passant de moi à elle, et choisit. Le silence. Il partit avec elle, me laissant seul dans le jardin, le cœur en lambeaux. Ce soir-là, lors du banquet, je bus trop, toastant l'amour impossible, avec des inconnus qui ne comprenaient rien. Au petit matin, un message, je ne peux pas, Quentin. Pas maintenant. La trahison culminait, un pic dramatique qui me renvoya à mes nuits new-yorkaises, où l'amour était un rêve urbain fugace. Rentré à Paris, je sombrai dans une dépression créative, ignorant les appels de Paul, me réfugiant dans les bras d'un amant occasionnel d'un jeune poète aux airs de Rimbaud. Mais rien ne comblait le vide. Puis, un soir d'octobre, lors d'une lecture au Shakespeare & Company, Paul apparut au fond de la salle, seul, les yeux cernés. Après, il m'attendit dehors, sous la pluie battante. J'ai rompu avec Élise. Définitivement. C'était le plus dur, mais nécessaire. Ces mots étaient un baume, et nous pleurâmes ensemble, nos corps se trouvant refuge l'un dans l'autre. Pourtant, la confiance brisée n'est pas un fil qu'on recolle sans cicatrice. Nous recommençâmes lentement, avec des dîners chastes et des promenades où les silences pesaient plus que les mots. Paul s'engagea en thérapie, explorant les racines de sa peur, un coming out tardif, une enfance étouffée par les attentes familiales. Moi, je partageais mes propres fantômes, les rejets de ma mère bigote, les nuits solitaires dans les bars gays de Chelsea. Notre amour, jadis romantique et impulsif, se muait en quelque chose de plus profond, plus humain, à un dialogue constant, une narration partagée. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau de givre, et avec lui vint le vrai test de notre résurrection. Paul et moi décidâmes de vivre ensemble, dans un appartement modeste du canal Saint-Martin, où les péniches glissaient comme des promesses renouvelées. Les premiers jours furent idylliques, des matins paresseux à siroter du café en lisant Le Figaro, des soirées à coécrire des nouvelles qui osaient nommer notre désir sans phare. « Tu m'as appris à être brave, Quentin », me dit-il un soir, alors que nous faisions l'amour devant la cheminée, nos corps enlacés dans une danse lente et révérencieuse. Son amour était désormais franc, dépouillé des masques, et je m'y abandonnais comme à un roman qui se termine bien. Mais le passé, comme un éditeur tatillon, refuse de lâcher prise. Élise, blessée mais résiliente, lança une campagne discrète de murmures dans le milieu littéraire, des insinuations sur la « duplicité » de Paul, des regards fuyants lors des lancements. Pire, Marco l'Italien réapparut, envoyant des messages sirupeux à Paul, tentant de raviver une flamme éteinte. « Bloque-le », lui dis-je un soir, la jalousie me rongeant comme un acide. Il obéit, mais le doute s'insinua, un ver dans le fruit de notre intimité. Et si j'étais vraiment incapable de fidélité, confia-t-il lors d'une séance de thérapie que nous suivions ensemble. Le thérapeute, un homme sage aux lunettes rondes, nous guida vers une vulnérabilité partagée, transformant nos peurs en chapitres de croissance. Le salon du livre de printemps fut notre baptême du feu. Nous y allions main dans la main, un geste symbolique, osé dans les allées conservatrices. Les regards fusèrent, certains approbateurs, d'autres chargés de jugement. Élise était là, lançant notre anthologie rivale, ses yeux nous défiant comme des paragraphes accusateurs. Lors d'une table ronde sur l'amour queer en littérature, Paul prit la parole, l'amour vrai n'est pas une intrigue linéaire. Il y a des trahisons, des retours, des fins ouvertes. Mais c'est dans ces ruptures que naît l'authenticité. Sa voix, ferme et émue, fit taire la salle, et je sentis des larmes monter au nom de douleur, mais de fierté. Pourtant, le chaos trao surgit comme un coup de théâtre. Ce soir-là,
Après la clôture, Marco confronta Paul dans les couloirs bondés. « Tu m'as jeté comme un brouillon raté », cria-t-il, attirant les curieux. Paul, rouge de colère, le repoussa. « C'était une erreur, Marco. Mon cœur appartient à Quentin. Va-t'en. » La scène fit les gros titres des blogs littéraires, drame au salon, un éditeur face à son passé, et les ragots enflèrent. Élise, apprenant l'incident, m'appela pour la première fois. « Protège-le, Quentin. Il est plus fragile qu'il n'y paraît. J'ai été sa prison, mais toi. Sois sa liberté. » Ces mots, inattendus, étaient un pardon voilé, un geste humaniste qui dissipa une partie de ma rancune. Nous rentrâmes chez nous ce soir-là, épuisés mais victorieux. Sous la douche, l'eau lavant les traces de la journée, nous nous aimâmes avec une tendresse nouvelle, nos corps narrant une histoire de rédemption. « Je ne te trahirai plus jamais », promit-il, ses lèvres contre mon oreille. Et je le crus, car l'amour, dans sa version la plus humaine, n'est pas exempt de cicatrices, mais tissé de promesses tenues. L'été nous offrit une trêve bienvenue. Nous partîmes en road trip le long de la côte d'Azur, louant une décapotable qui filait sur des routes bordées de lavande. À Nice, nous marchâmes sur la promenade des Anglais, main dans la main, ignorant les regards curieux des touristes. Paul, libéré, parla de son enfance, les dimanches pluvieux à Lyon, où il se cachait dans les bibliothèques pour rêver d'aventures homosexuelles qu'il n'osait nommer. Moi, je partageais mes souvenirs de New York, les parades de la Pride sur Fifth Avenue, où j'avais dansé pour masquer ma solitude. Ces confessions, murmurées au crépuscule, nous lièrent plus profondément que n'importe quel serment. De retour à Paris, notre vie prit un tour domestique, presque bourgeois, des dîners avec des amis queer, des projections de films de Xavier Dolan au Champeau. Paul lança une collection dédiée aux voix LGBTQ+, et mon prochain roman, inspiré de notre Odyssée, grimpa dans les classements. Mais la vulnérabilité persistait. Une nuit, après un cauchemar où il me quittait pour Élise, je me réveillai en sueur. « Et si tout cela n'était qu'un interlude » murmurai-je. Il me serra contre lui. « Non, Quentin. C'est le début d'un long roman. Le nôtre. » L'automne apporta avec lui une maturité douce amère, où notre amour, jadis tourmenté, s'épanouit en une prose élégante et nuancée. Nous adoptons un chat errant, un félin gris aux yeux verts comme ceux de Paul, que nous nommâmes Verlaine, un clin d'œil à nos lectures passionnées. Les matins devinrent rituels, café partagé, pages lues à voix haute, corps entrelacés dans la lumière filtrée des volets. Paul, désormais out et fier, devint un porte-voix pour la communauté, organisant des ateliers d'écriture pour jeunes auteurs queer dans les sous-sols du Marais. Moi, je signai un contrat pour un film hollywoodien adapté de mon roman, un retour triomphal à mes racines américaines, mais avec Paris comme toile de fond éternelle. Pourtant, le destin n'épargne personne, et une ombre plana à l'approche de Noël. Paul fut diagnostiqué avec une dépression chronique, vestige de ses années de double vie. Les séances de thérapie s'intensifièrent, et je devins son pilier, lisant pour lui lors des crises, lui préparant des tisanes aux herbes comme une mère juive new-yorkaise. « Tu es ma muse et mon infirmier », plaisanta-t-il un soir, mais ses yeux trahissaient la peur. Je répondis par un baiser, doux et rassurant, « Et toi, mon tout ?» On affronte ça ensemble, comme un duo de détectives dans un polar. Le point culminant arriva lors d'une tempête de neige rare, qui paralysa Paris comme un décor figé d'un film de Woody Allen. Nous étions invités à une soirée chez des amis, mais Paul, en pleine rechute, refusa de sortir. « Je ne veux pas être vu faible », murmura-t-il, recroquevillé sur le canapé. Je l'enlaçai, nos cœurs battant à l'unisson contre le vent hurlant dehors. « La faiblesse, c'est ce qui nous rend humains, Paul. Et ton humanité, c'est ce que j'aime le plus. » Cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube, déballant les couches de nos âmes comme des manuscrits annotés. Il pleura, je pleurai, et dans cette catharsis, notre lien se renforça, forgé dans le feu de la vulnérabilité. Élise réapparut alors, non comme une ennemie, mais comme une amie improbable. Elle nous invita à un café neutre, son alliance désormais portée par une autre, un sculpteur lyrique. J'ai pardonné, Paul. Et toi, Quentin, merci d'avoir été le catalyseur. Sans toi, il serait resté prisonnier. Ces mots étaient un épilogue gracieux, un geste humaniste qui referma le chapitre de la trahison. Nous trinquâmes à de nouveaux débuts, et pour la première fois, je la vis non comme une rivale, mais comme une femme blessée qui avait choisi la liberté. Le printemps nous trouva transformés. Lors du salon du livre final de l'année, nous présentâmes un panel joint, de la trahison à la rédemption, écrire l'amour queer. La salle était comble,
les applaudissements nourris. Paul, rayonnant, conclut, l'amour n'est pas une ligne droite. C'est un labyrinthe parisien, plein de cul-de-sac et de surprises. Mais avec le bon partenaire, on trouve toujours la sortie. Nos mains se joignirent sur la table, un geste public et victorieux. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, nous vivons toujours au bord du canal, nos livres entassés comme des témoins muets de notre odyssée. Paul édite, j'écris, et nos nuits sont peuplées de rêves partagés. L'amour, dans sa essence américaine ou audacieux, résilie, profondément humain, a triomphé des ombres françaises. Nous nous croisons encore dans les salons du livre, mais désormais, c'est pour célébrer, non pour chercher. Et peut-être que, au fond, c'est cela le vrai dénouement, non une fin heureuse parfaite, mais une continuation poignante, où chaque jour est une page tournée avec tendresse.